Olivier Sichel, bonjour, merci de nous avoir rejoints. On a vu, alors vous avez raté un vote unanime en faveur de l'ANRU 3, mais peut-être qu'avant de parler de l'ANRU 3 et de ce qui va se passer, il y a la photo, effectivement, quelqu'un me dit qu'il y a une photo, on pourra vous la faire passer. On va déjà peut-être évoquer la nécessité de terminer le NPNRU, puisqu'on en a beaucoup parlé déjà depuis hier, il y a le programme qui est en cours. Il est bien lancé, puisque 84% des opérations sont engagées. Initialement, toutes doivent l'être. Le calendrier prévu, c'était que toutes le soient d'ici la moitié de l'année prochaine pour une livraison prévue d'ici 2030 et une fin complète en 2032. On le sait, ce calendrier est un petit peu revisité en ce moment. On sait aussi que les municipales de l'an prochain sont susceptibles de rebattre les cartes localement d'un certain nombre de projets. Et surtout, on l'a évoqué il y a quelques instants, il y a la question de la trésorerie de l'agence et des conséquences que ça peut avoir sur la tenue des opérations. Et à cet égard, les appels se multiplient. Hier encore, ce matin, je crois aussi dans un certain nombre de salles, en direction de ce grand absent, je cite, qu'est l'État. La ministre est aussi attendue sur ce point, je pense, tout à l'heure. Comment est-ce que vous percevez cette situation et comment vous imaginez qu'on puisse tenir les échéances? Je vais me tourner vers vous déjà, Bruno Lindovna, du point de vue du premier financeur du programme. Comment vous voyez cette situation avec, finalement, un des partenaires qui, à ce stade, ne tient pas ses engagements? Merci. Ça marche. Ça marche, très bien. Bonjour à tous, je vais me présenter brièvement, puisque peut-être peu d'entre vous me connaissent aujourd'hui. Je suis le nouveau vice-président du groupe Action Logement. J'ai été désigné au mois de mars, donc vous voyez, c'est très, très récent. Néanmoins, je connais bien le logement social et je connais bien tout le microcosme de l'ANRU et de tout ce qui gravite autour. Ça me donne aussi l'occasion de vous rappeler que le groupe Action Logement est un groupe qui est administré de façon paritaire avec les organisations syndicales de salariés et les organisations syndicales d'employeurs. Et à ce titre, je représente la Confédération Force Ouvrière. Je vous demande également de bien vouloir excuser l'absence de Bruno Arcadipane, président du groupe, qui devait être parmi nous et qui malheureusement a été retenu. Pour répondre plus précisément à votre interpellation, Emmanuel, on va dire que le PNRU a été une réussite opérationnelle. On va dire que le NPNRU est aujourd'hui bien engagé. Et ça a été dit tout à l'heure à la table ronde des maires. Je remercie beaucoup Anne-Claire, directrice générale de l'agence, et ses équipes pour la revue de projet qu'elles ont présentée devant la ministre il y a quelques mois sur l'état d'avancement du NPNRU. En ce qui concerne Action Logement, nous avons été, nous sommes et nous demeurerons les bons élèves de la mixité sociale. Bruno Arcadipane a eu l'occasion de le répéter à de nombreuses reprises, nous sommes dans le faire. Comme nous nous y étions engagés, nous avons financé le PNRU à hauteur de 80%, le NPNRU à hauteur de 72%. De notre point de vue, la priorité aujourd'hui est d'achever le NPNRU et de l'achever bien. Tout est signé. Nous avons respecté les échéances prévues par la convention quinquennale, la convention qui nous lie à l'État sur l'emploi des fonds de la PEC, la participation des employeurs à l'effort de construction. Nous sommes également dans l'épure de la convention tripartite signée entre l'État, Action Logement et l'ANRU. Nous avons déjà décaissé 4,25 milliards d'euros pour le NPNRU. Donc, parole tenue pour le groupe Action Logement. Nous l'avons un peu effleuré tout à l'heure, ce n'est hélas pas le cas de tous les partenaires de la rénovation urbaine. Et l'État, ça a déjà été dit également, accuse un retard important en termes de versement. Je rappelle le chiffre qui a été cité et qui est effectivement le chiffre qui est prégnant aujourd'hui. Nous attendons à la fin de l'année 270 millions qui pourraient potentiellement manquer dans les caisses de l'ANRU et que cette situation pourrait être préjudiciable à la poursuite des projets.
Merci beaucoup. Olivier Sichel, vous êtes directeur général de la Caisse des dépôts, qui est un autre financeur du programme. Comment vous voyez ce risque de trésorerie de l'agence et comment on peut, au niveau qui est le vôtre, faire en sorte de sécuriser peut-être le fait que les opérations sortent bien et que tout soit tenu dans le calendrier prévu, même s'il est en train d'être revu? Alors la Caisse des dépôts est un partenaire historique de l'ANRU et de la rénovation urbaine. Depuis 2004, c'est 30 milliards qu'on a mis à disposition de la rénovation urbaine. Et l'an passé, c'était 3 milliards. Donc nous, on a des financements disponibles pour aider l'ANRU. Pour nous, c'est une agence très importante. On est très engagé dans ces programmes de rénovation urbaine. Le premier geste que j'ai fait, la première visite de terrain que j'ai fait depuis que je suis nommé directeur général, c'était mardi à Villeurbanne. Je salue Renaud Père qui était à mes côtés, qui est mon témoin de moralité, où on était en rénovation urbaine avec Cédric Van Stevendel sur une opération de rénovation urbaine remarquable, puisqu'il s'agissait du projet seconde vie des bâtiments. Donc vous savez, la seconde vie des bâtiments, c'est ce qu'on a beaucoup poussé, où on ne fait pas de la déconstruction, reconstruction, on fait une rénovation en profondeur. Et on a tenu notre séminaire de l'établissement public à Villeurbanne sur ces questions-là, parce que, et la ministre le sait bien, j'ai placé vraiment le logement au cœur de ce nouveau mandat. Donc évidemment, on sera en soutien de l'ANRU dans une maquette financière qui reste à déterminer. Moi, je rappelle qu'on est au conseil d'administration de l'ANRU. Je salue d'ailleurs Costa Castrinidis et Nicolas Tchoung qui s'en occupent en premier lieu et qui épaule Anne-Claire Mialo, sa directrice générale, et son président. C'est important à dire, du côté de la Caisse, les financements sont là et sont des financements longs et pluriannuels. La ministre le sait, on accorde des financements qui sont incroyablement concurrentiels et compétitifs. Les prêts que l'on accorde pour la rénovation urbaine sont à taux du livret A, moins 0,4%. Alors, je rappelle, aujourd'hui, on est à 2,4%, donc on est à 2% sur des durées longues de 30 ans. L'État, lui, aujourd'hui, s'endette aux alentours de 3,4, 3,6 sur 10 ans. Donc là, j'ai un public un peu averti de financier, et les finances, c'est quand même le nerf de la guerre de la rénovation urbaine. Demain, et je dis demain parce que le taux sera révisé sans doute en juillet, il est vraisemblable que le nouveau taux du livret A soit fixé entre 1,7 et 1,8. Donc vous refaites le calcul, 1,8 qui est l'hypothèse haute, on sera 1,8 moins 0,4 à 1,4. Donc on pourra prêter à la rénovation urbaine sur 30 ans, 3 fois plus longtemps et à moitié prix que ce que l'État s'endette. Donc c'est des financements qui sont incroyablement compétitifs, incroyablement avantageux pour ces opérations d'innovation urbaine, mais qui sont clés pour la rénovation de nos quartiers. Merci beaucoup. Marianne Louis, du côté des bailleurs sociaux, alors là, Olivier Sichel vient de donner une réponse sur le côté baisse de taux. On sait que c'est un point qui est souvent scruté par les bailleurs. Comment vous voyez le risque qui est réel sur les dernières opérations qui restent à sortir du NPNRU compte tenu du contexte budgétaire actuel ? Bon, donc déjà, ça a été redit, il y a quand même 85% du programme qui est engagé. Engagé, ça ne veut pas dire que toutes les opérations ont touché les financements qu'elles devaient avoir. Donc la difficulté qui est évoquée, qui est celle de la trésorerie de l'ANRU, c'est une difficulté qui, dans un premier temps, il faut le dire, va peser sur les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, alors on peut se dire, c'est pas grave, c'est les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, c'est les collectivités locales et les bailleurs, essentiellement, sur les projets de renouvellement urbain. Ça veut dire que si on n'arrive pas l'année prochaine à augmenter la trésorerie de l'ANRU, j'entends tout le monde dire 270, moi je pense que c'est plutôt entre 270 et 350, il y a fourchette haute, fourchette basse. 270, c'est vraiment la fourchette basse, avec un rythme d'écoulement assez lent des opérations. Si la dynamique se continue, c'est au-delà de 270 millions. Je suis désolé, je casse un peu l'ambiance, mais en vrai, c'est plutôt ça dont on parle. Vraiment, 270, ça devient déjà très tendu en termes de trésorerie. En tout cas, s'il n'y a pas ces apports nécessaires de la part de l'État, on va se retrouver en situation dans laquelle ce sont les maîtres d'ouvrage qui ne seront pas payés. Ça ne veut pas dire que les 85% d'opérations engagées vont s'arrêter. Des opérations engagées, elles sont engagées. Mais ça veut dire qu'on va dire aux collectivités locales et aux bailleurs, vous ne touchez pas la subvention pour laquelle vous avez signé une sorte de contrat.
Il y a quelque chose, c'est que l'engagement, il a été pris. Il y a un engagement que l'agence a pris. L'engagement a pris un engagement vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce que l'agence pourra tenir ses engagements compte tenu de sa situation de trésorerie. Et puis, il y a des gros chiffres qui ont été donnés, mais je voudrais quand même qu'on ait bien en tête. Chaque partenaire de l'ANRU s'est engagé sur un montant de financement. Au moment où on parle, Action Logement a fait environ 35% du chemin de ce qui était à financer sur le programme et respecte le rythme de versement qu'elle avait annoncé. Les bailleurs, je ne parle pas des investissements des bailleurs, je parle du financement de l'agence par les bailleurs. Les bailleurs ont fait 47% du chemin, puisqu'on avait choisi un chemin linéaire, nous, et donc on a versé 47% de ce qui est attendu sur l'ensemble du programme. L'État a versé 13%. Voilà. Donc on parle bien d'un retard qui est significatif, et en plus sur un montant de départ qui était plus faible, puisque l'État était attendu pour 1,2 milliard. Donc on a un problème là qui est vraiment un problème de paiement qui va se poser, et peut-être même dès la fin de l'année, je ne veux pas être pessimiste, mais dès la fin de l'année 2025, il y aura un problème de paiement de ce qui est dû au maître d'ouvrage. Ça, c'est le premier point. Après, deuxième point, je l'ai dit, il y a 85% des programmes qui sont engagés, il y a 15% non engagés. Donc la question, c'est qu'est-ce qui reste à engager ? Alors, il y a des cas où c'est dans des sites, il y a des problèmes de pilotage politique stratégique sur certains sites, et de ce point de vue-là, on voit toute l'importance d'avoir une agence qui est un petit peu une sorte de guichet unique, qui est là aussi pour réactiver l'importance de l'agence dans ces cas-là. Il y a aussi des opérations qui sont plus complexes que d'autres, par exemple les opérations dites de reconstitution de l'offre. Dans le cadre de l'ANRU, c'est du renouvellement urbain, donc dans renouvellement, il y a nouveau. L'ANRU, c'est 85 000 démolitions, 85 000 reconstructions, il y a plus de 100 000 démolitions et 85 000 reconstructions. Sur ces 85 000 reconstitutions de l'offre, on en a identifié actuellement à peu près 50 000. Ça veut donc dire qu'en peu de temps, il faut encore en faire 35 000. Et de ce point de vue-là, ça c'est pareil, c'est des engagements contractuels. La Caisse des dépôts nous a aidés, hein. Il y a un gros travail qui a été mené par l'agence, je vois Anne-Claire, pour accélérer la reconstitution de l'offre. La Caisse des dépôts, c'est vrai, a mis en place une enveloppe de PLAI bonifiée pour la reconstitution qui a été vraiment booster. Et c'est vrai que nous, au nom du mouvement HLM, on demande, on porte, on a déjà eu cet échange, Emmanuel a rencontré Olivier Sichel, Emmanuel Cos a rencontré Olivier Sichel il y a peu de temps, cette demande de renouvellement de cette enveloppe pour pouvoir tenir l'engagement de reconstruction. Hein. L'engagement de reconstruction, c'est aussi un engagement vis-à-vis des gens qui attendent un logement social. On en démolit, il faut qu'on en reconstruise, parce que sinon, on contribue à la crise du logement. Voilà, donc il y a ce sujet-là. Et puis le dernier point, c'est dans les difficultés qui sont un petit peu dans l'opérationnel, hein, c'est l'inflation. Entre le moment où on a contractualisé les opérations et aujourd'hui, tous les maîtres d'ouvrage le savent, les coûts ont beaucoup augmenté. Et puis la recherche de qualité, il y a des sujets nouveaux qui sont apparus. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'on ne peut pas se priver des redéploiements pour pouvoir mieux prendre en compte ces enjeux de qualité, de hausse des coûts des opérations. Et il faut aller jusqu'au bout de cette logique de redéploiement. En tout cas, l'USH la défend beaucoup en conseil d'administration. Merci beaucoup. Donc ça, c'est pour le premier volet. Ça, c'est pour le volet terminons le programme déjà engagé. Maintenant se pose beaucoup, et on en parle vraiment à chaque instant quasiment de ces journées depuis hier sur le renouvellement urbain demain, notamment la question de comment faire pour que ça reste une priorité nationale dans un contexte politique qui, on le sait, est incertain et aussi un contexte budgétaire contraint, on vient d'en parler. Patrice Vergret, dans son intervention hier matin, évoquait quand même ce risque que l'ANRU puisse s'arrêter en disant que ça n'est pas forcément quelque chose d'inconcevable. Il ne faut pas penser que l'ANRU, c'est forcément acquis pour toujours. Est-ce que c'est quelque chose, une inquiétude que vous partagez ? Et auquel cas, selon vous, qu'est-ce que ça voudrait dire pour la réalité des territoires, Olivier Sichel ? Alors, au niveau de la Caisse des dépôts, il ne nous appartient pas de juger de l'opportunité de pousser l'ANRU. Ça, c'est des décisions qui appartiennent aux politiques. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a de très bonnes relations de travail. C'est un agent incroyable dans les territoires qui a véritablement un bilan exceptionnel. Je pense que la crise du logement est profonde et qu'on a absolument besoin de produire plus de logements. Ça, c'est une conviction forte. Et là aussi, j'ai pris des engagements devant les parlementaires et certains sont présents que dans la partie du mandat, on s'engagera d'ici 2028 à 800 000 logements. Je suis assez content de la dynamique qu'ont les bailleurs sociaux aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut arriver à redépasser 100 000 logements et les chiffres sont très très bons jusqu'à présent, mais qu'il y a beaucoup de transformations à faire. Je l'évoquais à Villeurbanne l'autre jour, je pense qu'on est dans un grand mouvement de l'urbanisme de la transformation.
avec le zéro artificialisation, le modèle de l'artificialisation ne va pas pouvoir durer, et donc ça veut dire qu'il faut transformer des zones urbaines. On a beaucoup travaillé, nous, sur les entrées de ville, où ces entrées de ville, elles sont déjà artificialisées, et c'est des zones qui vont mal, parce que le commerce classique de supermarché mal, c'est des zones qu'on a beaucoup artificialisées avec des parkings qui sont inutilisés, et c'est pourtant des zones déjà viabilisées, sur lesquelles il y a un urbanisme de la transformation, parce que ces zones, elles ont été créées un peu en dehors des villes dans les années 60, la ville les a rattrapées, et il faut les réaménager. Je pense aussi à la transformation de bureaux en logements, et notamment logement étudiant, et avec la ministre dans cette même salle, ici même, il y a 2 mois, Madame la ministre, nous avons annoncé un gros effort sur le logement étudiant. Parce que la transformation de bureaux en logement, Marine-Louis le sait, les trames architecturales font que ce n'est pas toujours facile de transformer des bureaux en logements familiaux. En revanche, sur du logement étudiant, c'est possible et on va s'y atteler. On va s'y atteler toujours avec notre vocation sociale. Les logements étudiants qu'on a annoncés, 75 000, c'est 50 000 logements étudiants sociaux et puis 25 000 privés, mais qu'on va essayer de rendre toujours abordables. Donc il y a tout cet urbanisme de la transformation qui doit à la fois s'adapter au zéro artificialisation, mais aussi s'adapter au changement climatique. Et on le voit bien aujourd'hui dans cette salle, où, surtout là où je suis, il fait un petit peu chaud. Je vous confirme. Et on n'est qu'à mi-juin. Et je vois le public qui agite beaucoup. C'est extrêmement important. Avec Renaud mardi, on était très heureux parce qu'au Pramar, toute la zone avait été végétalisée. Et cette zone a été profondément transformée. On était après à Villeurbanne, dans le quartier d'Idée-Gratte-Ciel, sous une canopée où on gagnait à peu près 5 degrés. Donc dans toutes ces zones-là, y compris peut-être même un jour, monsieur le ministre, monsieur le président, à Dunkerque, il fera chaud et il faudra tenir en compte l'adaptation au changement climatique de nos logements. Donc ça aussi, c'est l'urbanisme de la transformation. Et donc pour tout ça, il faut continuer à innover. Et moi, je constate que l'ANRU a toujours été un facteur d'innovation. Encore avec l'ANRU, on a un programme d'investissement dans des foncières. On a un programme aussi d'investissement avec des partenaires privés comme Meridiam pour faire des crèches, pour faire des maisons de santé dans les quartiers. Donc je crois qu'on a devant nous beaucoup d'enjeux en matière de transformation urbaine. La Caisse des dépôts répondra présente dans les financements, dans des financements de long terme, dans des financements abordables. Après, le cadre politique, c'est au ministre et au gouvernement de le poser. Merci beaucoup. On repassera à la question du financement dans quelques instants. Bruno Lidavna, la même question pour vous. Olivier Sichel parlait du côté de l'aide à l'innovation de l'ANRU et Marianne lui parlait tout à l'heure du côté booster aussi qu'il peut y avoir. Est-ce que vous partagez cette idée que l'ANRU pourrait s'arrêter à un moment? Et est-ce que par rapport aux activités qui sont celles du groupe dont vous êtes vice-président, qu'est-ce que vous voyez comme conséquences concrètes que ça pourrait avoir? Alors, je commencerai par vous donner ma conviction personnelle. Je pense qu'il faut réparer les quartiers si on souhaite réparer le pays. Les partenaires sociaux ont eu très tôt l'intuition qu'une politique massive en faveur des quartiers était un élément, un impératif absolument incontournable. C'est pour cette raison qu'ils ont fait, et le groupe Action Logement à travers eux, preuve depuis 20 ans d'un engagement sans faille aux côtés de l'État et des autres partenaires pour renforcer la mixité sociale dans les quartiers avec un objectif clair, améliorer la qualité de vie des habitants. En prenant bien entendu en compte aujourd'hui ce que vous avez évoqué, monsieur le directeur général, sur l'évolution climatique et ce que notre grand témoin nous a parfaitement décrit en début de cet après-midi. C'est aussi une évidence pour le groupe Action Logement, parce qu'une partie significative de son patrimoine se trouve précisément dans ces 450 quartiers prioritaires de la ville, dans laquelle vivent massivement des salariés d'entreprise et dont l'accompagnement est l'ADN de notre groupe, notre mission première. Les partenaires sociaux, je vous le redis, pour eux, l'ANRU 3 est un point
acquis. Toutefois, et je rejoins en cela les propos qu'a tenus Madame la ministre Emmanuelle Cos hier, une préfiguration est absolument nécessaire. Et c'est ce sur quoi nous devons maintenant nous atteler pour pouvoir garantir, comme nous l'ont demandé les maires et les associations de représentants d'élus locaux, éviter le trou d'air que vous avez pu ressentir entre le premier et le deuxième programme. Merci beaucoup. Marianne, oui. À cette question de est-ce qu'il y a un risque, je sais ce que vous allez répondre. Essayer l'inaction, c'est le grand terme d'Emmanuelle Cos. Non, mais je pense qu'il y a peut-être quelques années, peut-être même quelques mois, j'aurais profondément pensé qu'il n'y avait pas de risque. Parce que vous avez vu ce qu'a dit Philippe Rio, la longue liste des ministres de sensibilités très différentes qu'il a évoquées, qui ont toujours défendu une politique de renouvellement urbain sous des formes différentes, des GPV, des GIP, des machins, etc. Mais on a toujours porté cette idée-là, en tout cas sur une durée longue, depuis du Bedout à peu près, quoi. Ça a démarré dans ces... Parce que je reviens très loin, je nous renvoie dans notre prime jeunesse. Et donc, on peut penser que on aurait pu acquérir la conviction que c'était une sorte de socle républicain qui dépassait les sensibilités politiques et que donc, avec un peu moins de décentralisation, un peu plus de centralisation, enfin, autour d'un noyau central, la politique de renouvellement urbain, elle était acquise. Maintenant, je pense que d'abord, ce qu'on voit politique, par exemple, outre-Manche, nous montre qu'en fait, il n'y a rien d'acquis. Donc on a bien raison de commencer par dire et par défendre le modèle et dire que ce modèle a du sens et est efficace. Et donc c'est toujours possible. Je veux dire, pourquoi ce serait effectivement impossible ? C'est pas impossible de mettre de côté de son champ de vision et de penser une politique en France en ignorant 4-5 millions d'habitants. En ignorant la façon dont vivent les 4-5 millions d'habitants qui sont dans les quartiers en renouvellement urbain, en ignorant toutes les inégalités territoriales qui ont été rappelées tout à l'heure sur l'égalité d'accès aux services publics, à la sécurité, à l'éducation, etc. Hélas, ça n'est pas impossible. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment, dès à présent, je le dis vraiment dès à présent, c'est-à-dire les mois comptent là, il faut que dès à présent, on crante le lancement d'un 3e programme de renouvellement urbain. Je pense que c'est une urgence, et c'est une urgence politique et tactique. Voilà. Bruno Lindavna parlait justement à cet instant de la nécessité de lancer une mission de préfiguration. Emmanuelle Cos, qui était à cette tribune hier, disait que, quoi qu'il arrivait, elle proposerait de travailler en interne, si le gouvernement s'y engageait pas, à une préfiguration d'un 3e programme. Pourquoi est-ce que c'est si essentiel à ce stade, même si vous venez un peu de l'évoquer, de travailler une préfiguration, et qu'est-ce qu'on mettrait dans cette mission de préfiguration ? Nous pensons qu'effectivement, il faut très rapidement lancer une mission de préfiguration. D'abord parce qu'il y a un excellent rapport qui a été présenté, qui porte un certain nombre de sujets, qui ont été rappelés d'ailleurs par Bruno il y a quelques instants. Par exemple, la question de la résilience. Je crois que c'est Gilles Leclerc qui en a parlé. La question de la résilience des quartiers à la chaleur. La question du vieillissement, par exemple, entre les premiers programmes de renouvellement urbain qu'on a pu lancer dans les années 90-2000 et aujourd'hui, on voit qu'il y a un enjeu de vieillissement. On est de plus en plus confronté à la monoparentalité, aux petites familles. Enfin, donc de toute façon, il ne s'agit pas de faire la même chose. Il s'agit en revanche de garder la même méthode, de garder le même objet, qui sont bien des quartiers qui souffrent de dysfonctionnements urbains et sociaux, et de regarder quelles sont les politiques publiques, les orientations qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie dans ces quartiers. Donc ça nécessite d'y réfléchir à plusieurs. Et c'est ça pour nous le sens de cette préfiguration. On a, l'USH fait un certain nombre d'études, d'ailleurs là c'est une étude qui a été cofinancée par la Caisse des dépôts. On a interrogé, nous les bailleurs, sur le nombre de quartiers qui verraient dans un nouveau programme, dans un NPNRU, on pourrait l'appeler aussi un programme de renouvellement urbain et climatique, si on veut prendre en compte les sujets qui ont été évoqués de réchauffement. Enfin, en tout cas, ça fait pruc. Je reconnais que c'est un... En le disant, je le regarde et je me dis, voilà, mais en même temps, NPNRU, ça marche pas non plus. Donc il va falloir lancer un petit atelier créatif. Mais en tout cas, cette réflexion-là, on l'a menée avec les bailleurs. On identifie, nous, 282 quartiers, mais c'est une réflexion. Je veux dire, nous, ce qu'on veut, c'est verser cette réflexion au débat, en débattre avec les élus, en débattre avec les habitants, définir des priorités, et après, effectivement, se poser la question du coût de ce programme et de la façon dont on finance ce programme. Mais le pire, c'est quoi ?
C'est de commencer par dire ah bah on regarde quels sont les moyens et on gabarisera la politique publique à l'échelle des moyens. Parce que ça c'est vraiment la meilleure façon de ne pas lancer la politique publique. Et c'est ça qui aujourd'hui nous inquiète et c'est ce contre quoi Emmanuel s'est exprimé hier. Je crois que l'appel des élus qui a été présenté remet cette question-là sur la table. C'est vraiment de dire il faut dès à présent réfléchir avec les habitants, réfléchir dans les quartiers, réfléchir avec les opérateurs aux orientations de ce programme de renouvellement urbain. Voilà. Et définir ce cadre-là, c'est aussi réfléchir la ville. Enfin, ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur voilà. Réfléchir à la façon dont on va faire évoluer la ville, un quartier, etc. C'est ça qui déjà crée le mouvement. On le sait par expérience d'animateurs de ce type de projet. Merci. Bruno Lindovna, dans ce nouveau programme, il y a évidemment... Il y a évidemment tous les objets qui sont déjà financés aujourd'hui et sur lesquels Action Logement est déjà présent, mais vous avez aussi un attachement à ce que, et ça a été dit aussi, même s'il ne faut pas opposer humain et urbain, mais à ce que le nouveau NN, PNRU, PRNU, voilà, effectivement l'atelier créatif peut s'imposer, pourrait mieux prendre en compte la vision à 360 de ce que c'est qu'un habitant des quartiers prioritaire ou fragilisé au sens large, la question du périmètre, on le sait, est posée, parce que vous considérez aussi que les questions d'emploi, les questions de développement économique, les questions d'accompagnement social, peut-être, ne sont pas suffisamment portées aujourd'hui. Oui, vous avez tout à fait raison de souligner ce point. Et je voudrais juste, avant de vous répondre, rebondir sur les propos de Marianne. Chez Action Logement, on est très au clair sur la notion de préfiguration. Vous l'avez souligné, le rapport que Jean-Martin, Anne-Claire et Cédric, c'est plus facile pour moi, ça me permet de les saluer également, ont produit. Ce rapport a déjà permis de dégager des priorités. À ce stade, c'est ces objectifs qui prévalent. Et pour nous, il est essentiel de pouvoir être au clair sur la question du comment, sur la question de pour qui, sur la question à quel endroit, c'est-à-dire dans quel territoire, la localisation des interventions. En outre, un des autres éléments auxquels nous sommes particulièrement sensibles, et vous le savez, c'est les contreparties, c'est-à-dire les contreparties de réservation que nous pouvons obtenir pour loger les salariés de nos entreprises. Alors pour en revenir plus précisément à votre question, oui. Le NPNRU, le renouvellement urbain de façon générale, ça ne s'arrête pas au traitement du bâti. Et même si le bâti est le cœur du réacteur, c'est un cœur qui doit battre dans un environnement. C'est-à-dire qu'il faut absolument traiter de façon concomitante la problématique des transports, la problématique des services publics, la problématique de l'éducation, la problématique de la sécurité dans les quartiers. C'est bien toute la ville, comme vous l'avez dit, qu'il faut repenser. C'est seulement et seulement si on a une vision à 360 degrés que les quartiers changeront et que la mixité sociale pourra devenir une réalité. Après, je crois qu'il faut pouvoir s'inspirer des réussites des deux premiers programmes. Il faut pouvoir aussi s'inspirer de ce qui marche bien dans notre pays, et je crois que le programme Action Cœur de Ville a montré son efficacité et la possibilité de le faire dans la prise en compte de projets globaux pour la réhabilitation des quartiers. Merci. Marianne, vous vouliez réagir ? Oui, parce que alors, tout à l'heure, j'ai dit je suis d'accord avec Bruno, je suis d'accord à 90% à ce que vient de dire Bruno, mais je ne suis pas du tout d'accord sur Action Cœur de Ville. Donc autant le dire. Nous, non mais je le dis, puisque le but de ces journées de l'ANRU, c'est qu'on se dise les choses. Nous, les bailleurs, on est dans les deux. On fait des opérations Action Cœur de Ville, on fait des opérations en ANRU. Donc on voit bien les deux. Mais on voit bien aussi que ce n'est pas du tout les mêmes projets. Bon, d'abord, on n'a jamais vraiment eu un bilan d'Action Cœur de Ville. J'aimerais qu'on sache combien de logements traités, quel est le coût par logement, etc. Et je pense qu'à la comparaison, l'ANRU n'aurait pas à rougir. Mais c'est pas normal, c'est pas le même type d'opération. La grande différence, j'ai vu que Jean-Louis Borloo nous rejoignait. L'intérêt de l'ANRU, c'est quoi? C'est d'être un guichet unique. C'est d'être ce guichet unique qu'il a pensé et qui aujourd'hui est mis en œuvre. L'intérêt de l'ANRU, c'est ça.
Et c'est ça qu'il faut garder et conserver pour garder cette coordination des projets et cette centralisation des projets autour d'un sujet et des priorités qu'on aura définies. Mais vraiment, Action Cœur de Ville, c'est sympa, ça marche bien, mais c'est pas du tout à l'échelle du problème. C'est pas du tout en situation, par exemple, on a dit il y a 85% des opérations engagées, donc il y a 15% non engagés. Mais qui est derrière les 15% de territoires non engagés ou d'opérations non engagées pour dire maintenant il faut engager, il faut y aller, les habitants en ont besoin? C'est l'ANRU. Si on fait Action Cœur de Ville, la collectivité locale, excusez-moi, il y a des municipales qui s'annoncent, qui décident de ne pas faire dans un quartier, de ne pas changer la vie de ses habitants parce que ces habitants-là ne l'intéressent pas. Qui sera derrière cette collectivité pour lui dire non, il y a des gens dans ce quartier, il faut changer leur vie, il faut mener le projet? Et bien dans Action Cœur de Ville, ça ne marchera pas. Ça marchera avec une agence nationale et il ne faut pas y renoncer. Voilà. Ne vous excusez pas. De fait, ces journées sont effectivement là pour que les points de vue contradictoires s'expriment et c'est tout à fait l'objet de l'ANRU et c'était la commande de l'ANRU sur ces séquences. Il nous reste une dizaine de minutes. Quand même, il faut parler du fond avant de parler des financements, mais Olivier Sichel le rappelait, l'argent, ça reste le nerf de la guerre de cette politique comme de toute grande politique publique. Comment, dans le contexte actuel, compte tenu de tout ce qui se dit depuis 2 jours ici, comment on peut imaginer avoir un financement stable, qui ne soit pas dépendant des échéances politiques et même si on ne peut évidemment pas s'extraire de la géopolitique, de l'inflation, mais comment essayer de garantir un financement stable dans la durée, puisque c'est des politiques de temps long, et qui permettent de répondre aux enjeux tels qu'ils se posent, et ils sont conséquents, on l'a vu depuis 2 jours. Il y a plein de propositions qui sont sur la table. On parle de taxes affectées, on parle de mobilisation de fonds européens, certains évoquent des partenariats publics-privés d'autres formes. Comment on peut financer l'ANRU? Je me tourne vers vous, Olivier Sichel. Alors vous avez raison. Au-delà de ce que vous faites déjà. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais il faut aussi qu'il y ait une âme à la rénovation urbaine, et je veux saluer Jean-Louis Borloo. S'il y a bien une âme, elle est venue aujourd'hui dans notre salle. Mais au-delà de l'âme, et le ministre le sait bien, cher Jean-Louis, il faut des financements. Alors la chance qu'on a quand même dans notre dispositif français, c'est cette épargne des Français qui est l'épargne les fonds de la Caisse des dépôts, c'est votre argent, hein. C'est votre livret A qui est au travail. Donc je pense que dans la salle, il y a beaucoup de livrets A. Et donc c'est votre argent que nous mettons à la disposition de plein d'emplois. Prioritairement le logement. Et le logement social à hauteur de 180 milliards. Ensuite, les projets des collectivités locales pour leurs grandes infrastructures, l'eau, la rénovation des écoles à hauteur de 20 milliards. La bonne nouvelle, c'est qu'il en reste. Il en reste 200 milliards. Aujourd'hui, grâce à l'épargne, votre épargne accumulée, le fonds d'épargne se monte à 400 milliards. Et donc, on a 50% qui a été prêté à très long terme, aux bailleurs sociaux, aux collectivités locales, et le reste, il est à votre disposition. Alors évidemment, il faudra toujours qu'on en garde un petit peu parce qu'il peut vous arriver de vouloir retirer votre argent du livret A. Et évidemment, si je l'ai prêté à un bailleur social sur 40 ans, c'est un petit peu difficile de lui dire, voilà, Marianne Louis a besoin de récupérer son argent pour ce soir pour faire pour acheter des choses. Donc, besoin, mais en gros, on considère qu'un bon équilibre dans le fonds d'épargne, c'est 70% de prêtés et 30% de placés. Donc vous voyez qu'il y a un argent considérable. Alors cet argent doit répondre cependant à un certain nombre de règles. Nous n'avons aucun problème à le prêter à des conditions favorables, c'est-à-dire autour du taux du livret A, qui est fixé par le gouvernement et qui a été fixé, je le dois le dire, de façon très avantageuse pour les bailleurs sociaux. On a vu à un moment, quand l'inflation était à 6%, le taux a été fixé à 3%. Donc il est prêté à des conditions avantageuses. Il est prêté sur des conditions de très long terme. Et je peux ici prendre l'engagement que s'il y a des besoins, et qui sont à des besoins à la hauteur de la rénovation urbaine, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires sera présente. Elle a été par le passé, je disais, à hauteur de 30 milliards. Elle a été récemment, dans la période récente, à 3 milliards. Et donc, on sera présent en étant totalement dégagé des contraintes de la pluriannualité. Ce sont des enveloppes qui sont disponibles. C'est ça la beauté du dispositif de la Caisse des dépôts et du fonds d'épargne. Et en ayant la possibilité de proposer à la rénovation urbaine, aux bailleurs sociaux, des horizons lointains de temps dans lesquels les enveloppes seront disponibles.
Merci beaucoup. Bruno Lindovna, comment vous envisagez la participation d'Action Logement à ce 3e programme que vous appelez de vos voeux? Alors, vous savez que notre participation à l'ANRU est une ligne d'emploi de la convention quinquennale que nous signons avec l'État. Donc, ça restera toujours dans ce cadre que nous pourrons, en discussion avec l'État, ce qui ne va pas me permettre de vous dire beaucoup de choses à ce stade, donc en discussion avec l'État, que nous pourrons définir le volume des enveloppes que nous pourrons consacrer à l'ANRU. De façon plus générale, on entend parler de diverses autres sources de financement, et je crois que ça sera à l'ANRU, avec les ingénieries financières dont ils peuvent disposer, de rechercher peut-être d'autres partenaires, peut-être au niveau européen, les voies et moyens de pouvoir améliorer le combien qu'on évoquait tout à l'heure. Merci. Marianne-Louis, sur cette question du financement, dans les pistes qui sont évoquées, alors Olivier Sichel parlait à l'instant d'un desserrement des contraintes avec la baisse attendue du taux du livret A, ça va donner peut-être des marges de manœuvre aux bailleurs, mais au-delà de ça, comment vous envisagez la participation des bailleurs au programme la question, c'est le financement de la politique publique. Je pense que c'est ça le sujet qu'il faut se poser. Et le bon moyen de s'interroger sur le financement d'une politique publique, c'est aussi de se demander ce que vise cette politique publique. Le premier point, c'est qu'on voit bien, c'est une politique publique qui vise de la réparation territoriale et de l'égalité territoriale. Donc je pense que tout ce qui est financement, qui a une origine dans une forme de mutualisation et d'égalité territoriale, doit être mobilisé en premier. Alors évidemment, c'est un peu la contribution de l'État, puisque l'État, par l'impôt, contribue à cette mutualisation. Peut également se poser la question de la solidarité entre collectivités territoriales. Les élus tout à l'heure, qui sont des élus de villes très impliqués dans le renouvellement urbain, n'ont pas posé la question, mais aujourd'hui, il y a 400 communes en France qui ont des projets de renouvellement urbain, ça veut dire qu'il y en a plus de 30 000 qui n'en ont pas. Peut se poser aussi la question de la péréquation et de la solidarité pour le financement de l'agence, évidemment. Et puis, il y a un certain nombre d'autres réflexions qui sont sur la table. Donc, j'entends ce que dit Action Logement dans le cadre d'une future convention quinquennale. Évidemment, ça rentre dans un accord global qui sera à passer avec l'État. Il y a la question que la ministre porte beaucoup, et nous, on trouve que c'est une piste intéressante de la taxe affectée. Il y a la question, évidemment, des fonds européens. Et de même que Action Logement l'a dit le concernant, le mouvement HLM aussi est dans des logiques contractuelles avec l'État. Et s'il faut re-rentrer dans une logique contractuelle, on sera là le moment venu, comme on l'est aujourd'hui. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a quand même toute une série de pistes, mais ces pistes, elles fonctionnent à l'aune de la force avec lesquelles on les pousse. Vous voyez, la question de la péréquation, hélas, dans notre pays, la solidarité, c'est pas forcément le truc qui vient en premier. Donc s'il n'y a pas une petite impulsion de l'État, généralement, ça a un petit peu de mal à s'installer. Voilà, on voit aussi que ça dépend de où on va mettre l'accent sur les différents sujets. Et une question peut-être très précise, on sait qu'il y a un gros appel à ce que le prochain programme traite davantage de la question de l'habitat privé et de l'habitat indigne, c'était porté notamment dans les tribunes des élus. Aujourd'hui, il n'y a pas de ligne nationale pour ces sujets et on sait que c'est une grosse attente. Qui peut et qui doit payer ? Qui s'appelle Rio Lana. Ouais. Je le dis, il y a un truc qui existe. Oui, vous avez raison, pardon. Non, mais je faisais le lien avec l'ANRU, évidemment. Et en plus de ça, l'ANA était rappelée hier avec l'ADEME, c'est vrai, pardon l'ANA, désolé. Donc sans doute qu'aujourd'hui, s'il faut que l'agence de renouvellement urbain porte plus la question des copropriétés, il faut sans doute organiser des vases communicants, mais ça suppose aussi de ne pas trop baisser les moyens de l'ANA en parallèle, mais bon, pour le coup, moi je ne siège pas à l'ANA. Donc, ouais. Merci beaucoup. Il nous reste un tout petit temps pour un mot de conclusion, donc Olivier Sichel, vos attentes. On a beaucoup parlé de rénovation urbaine. Moi, je voudrais dire aussi qu'on a signé avec la ministre de la Ville à Nanterre il y a quelques semaines aussi une logique d'investissement dans les quartiers, dans une logique de développement économique et puis d'aide à l'ingénierie où on a mis 100 millions d'ingénierie parce que tout cela est quand même complexe et que là aussi on estime que la Banque des territoires doit être encore plus présente pour soutenir l'entrepreneuriat dans les quartiers et apporter de l'ingénierie. Merci beaucoup. Bruno Lindovna, un mot de conclusion. Je crois qu'on a réussi à conduire 2 programmes. On est tous autour de cette table prêts à relever les manches pour la suite. Il faut rester optimiste.
Je pense qu'au-delà de nos points de vue sur des opérations différentes, et on pourra à un autre moment échanger nos chiffres, il ne faut pas perdre de vue que nos préfigurations, nos tableurs Excel, à travers eux, nous travaillons à apporter un cadre de vie amélioré à des hommes et à des femmes qui vivent dans les QPV. Ce sont eux qui doivent nous obliger et envers qui nous serons comptables de nos actions. Merci.